Je voudrais aujourd'hui qu'on parle du combat des marques. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du combat des marques dans l'audiovisuel. C'est un sujet très intéressant et très vaste. Alors, asseyez-vous calmement, posez-vous avec un petit café, un petit thé. On va discuter ensemble des différentes marques sur le marché de la vidéo. On va essayer de décrypter un petit peu ce qu'il en est. J'avais envie de parler de ça aujourd'hui avec vous pour pas mal de raisons. Les premières raisons, c'est évidemment, on se pose tous la question, quelle marque choisir? Les raisons suivantes, c'est aussi quelle est l'évolution de certaines marques et à quel point les marques suivent le marché et les réalisateurs et autres youtubeurs ou vidéastes qui permettent à ces marques de vivre. Aujourd'hui, je vais tenter de décrypter pour vous le marché de pas mal de marques. On va parler des marques les plus présentes sur le marché de la vidéo et on va faire deux parties. Une première partie avec tout ce qui concerne YouTube et une deuxième partie avec tout ce qui concerne les caméras de cinéma. D'abord, on va commencer tout de suite avec la partie qui concerne YouTube. Je vais vous parler des réflexes et de tout type de caméras qui vous permettent de vous filmer dans vos chambres ou n'importe où ailleurs en termes de vlog ou quoi que ce soit et qui vous permettent de faire de bonnes vidéos. Donc, on va d'abord aborder le sujet des marques classiques telles que Canon, Panasonic et Sony. On va pas aborder le cas de Nikon, etc. On va juste rester sur Canon, Panasonic et Sony. Pourquoi? Parce que c'est trois marques prédominantes dans le domaine de la vidéo. À savoir que Nikon ne fait pas de vidéo ou n'est pas du tout fait pour faire de la vidéo. Les appareils Nikon n'ont pas du tout été créés pour faire de la vidéo et ils s'en vantent pas eux-mêmes du tout, puisqu'ils le disent. Et la plupart de leurs capteurs sont très mauvais en vidéo. En même temps, c'est des appareils de photographe et tant mieux. Si on prend le marché de Canon actuel avec les 700D et tout autre type de caméra de ce type-là, 70D, etc., on s'aperçoit que ça fait pas mal d'années que Canon en fait dominait le marché de YouTube et ce pour des raisons assez classiques. C'est que le 700D au moment où il est sorti était un très bon appareil photo réflexe et également le 5D, etc., était une vraie révolution dans le milieu de la réalisation amateur, court-métrage, etc. En gros, vous aviez un accès à de très bonnes caméras pour pas cher. D'ailleurs, je pense notamment le final de Dr House a été tourné avec un 5D Mark II, donc comme quoi même Hollywood peut nous surprendre encore aujourd'hui avec des réflexes qu'on peut tous posséder. Donc si vous voyez le petit épisode de Dr House, le final, n'hésitez pas, pensez-y, ça a été tourné avec un 5D Mark II, voilà, juste comme ça. Bon, d'accord, c'est intéressant, mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Entre temps, il y a eu l'arrivée et l'avènement de Panasonic. Panasonic avec son GH4 notamment, mais aussi le G7. Le G7, c'est la caméra avec laquelle je filme actuellement. Le GH4 a été vraiment une véritable révolution parce que on a su que Canon, ces dernières années, n'arrivait pas à se renouveler avec ses caméras. Ils ont sorti un 5D Mark III très décevant, extrêmement cher et très peu performant. En face de ça, on avait un Sony A7S II qui était extrêmement performant, très puissant, avec de très belles images pour un prix moins élevé. Pourtant, c'était paradoxal parce que l'appareil était beaucoup plus puissant. Alors, on se pose la question, le GH4, qu'est-ce qu'il vient faire là et à quel point il est puissant? La réponse est très simple. En fait, je vais vous détailler ces trois capteurs différents de manière très simple. En gros, si vous souhaitez acquérir une caméra Canon, sachez que vous avez un retard dans le temps. Inutile de fermer les yeux et d'être pro Canon sans réfléchir, sachez-le, c'est un fait absolu et direct, c'est un fait technique. Si vous achetez aujourd'hui une caméra Canon, vous avez un retard dans le temps quoi qu'il arrive par rapport à vos concurrents, quoi qu'il arrive. Si vous achetez cette caméra Canon, l'avantage que vous allez avoir, c'est que Canon a une très jolie image, avec une très belle colorimétrie, une colorimétrie qui est très juste, qui est très réelle, qui ressemble vachement à la réalité et qui est pas du tout cinématographique, qui est vraiment très réelle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de vidéos youtubesques qui nous paraissent vachement jolies, etc. C'est souvent tourné avec des Canon parce que ça paraît vachement réel. L'avantage chez Sony, c'est que vous allez avoir des capteurs qui vous permettent de faire des images très belles. Sony a la particularité de créer, à l'image de ses téléphones, de ses écrans de télé, de ses écrans étalonnés, de tout ce que Sony fait dans le monde du cinéma depuis très longtemps. Sony a une particularité, c'est que leurs capteurs, leurs images sont très qualitatives et elles sont vraiment très colorées. Alors si vous aimez les couleurs peps de partout, Sony est un très bon choix pour vous. Également, si vous cherchez un appareil qui va vous permettre de filmer dans la nuit, le Sony A7S II est très intéressant parce qu'il permet d'augmenter les ISO de manière consécutive et très conséquente sans aucun problème de bruit. Évidemment, il y a une limite, mais vous allez pouvoir très vite monter, donc de manière très consécutive, sans aucun problème dans les ISO. Alors de fait, tout ça est très intéressant. Maintenant, venons-en à Panasonic. Qu'est-ce qui fait la puissance et la force de Panasonic aujourd'hui dans le milieu des caméras et des réflexes? C'est sa qualité cinématographique. Panasonic a décidé de se lancer sur un marché de l'image pure et dure. En gros, Panasonic vous prépare plus ou moins des appareils qui sont de base très orientés cinéma. Vous reconnaissez tous entre 1000 l'image d'un Panasonic
Panasonic GH4 et maintenant GH5. Pourquoi? Parce que leur capteur et leur façon de prendre l'image, le processeur, tout ce qui a derrière, tout ce qui concerne en fait l'appareil photo et son traitement numérique, fait qu'on obtient des images cinématographiques très rapidement. Alors, quelque part, certains d'entre vous n'aimeront pas parce que ça va avoir une tendance très dénaturée et très cinématographique. Alors, c'est le risque, effectivement. Si vous achetez un GH4 ou un GH5, sachez que la plupart du temps, vos images seront très dénaturées et très cinématographiques. Moi, personnellement, j'adore, c'est totalement mon kiff et je conseille à tous d'acheter ce type d'appareil. Alors, pour conclure sur la première partie qui concerne les réflexes, ce qu'il faut conclure, c'est bel et bien le fait que aujourd'hui Panasonic domine le milieu fiction d'internet pour la simple et bonne raison que leurs réflexes tels que le GH5 ou le GH4 sont des appareils très peu chers, ils battent toute concurrence puisqu'ils sont même encore moins chers que les Sony A7S II, etc. Et ça c'est hyper intéressant parce que du coup nous en tant que semi-pro ou amateur on peut acheter ça facilement et faire de très beaux films avec. Au-delà de ça on rajoute le fait que tous les appareils que j'ai cités jusqu'à présent proposent différents profils d'images qui vont vous permettre d'étalonner les rendus de manière tout à fait différente d'un appareil à l'autre, mais tout ça c'est intéressant et ça nous permet vraiment de nous orienter. En tout cas sachez que chez Panasonic vous allez avoir un rendu très cinéma, chez Sony vous allez avoir un rendu très coloré, très clip de musique, et chez Canon vous allez avoir un rendu très reportage, très documentaire, très réel, très vidéo, podcast, YouTube en gros. Maintenant on va passer à la deuxième guéguerre des marques et cette fois-ci elle s'occupe sur un terrain beaucoup plus cher, un terrain beaucoup plus élevé qui est un terrain cinéma, donc on passe dans les caméras professionnelles de cinéma. La moindre caméra que je vais citer sera de toute façon une tuerie à l'image mais pas forcément au-dessus des autres. On va commencer par le combat des marques. Alors cette fois-ci on a 4 marques, on a Panasonic, Blackmagic, Sony et Canon. C'est les 4 marques qu'on va retenir aujourd'hui. Chez Canon on a 4 caméras grosso modo à peu près. On a la C100, la dernière toute récente en date la C200, la C300 et la C700, enfin C500 voire C700, c'est 2 caméras qui sont très haut de gamme, on va pas en parler aujourd'hui. On a également chez Panasonic la EVA1 qui vient d'être annoncée, on a la Blackmagic Ursa Mini Pro 4.6K qui vient d'être annoncée aussi récemment, et on a bien entendu la FS5 Mark II de chez Sony et la FS7 Mark II de chez Sony. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler uniquement de la guéguerre des marques entre 5 et 10 000 euros. Donc on va éliminer toutes les caméras qui sont au-dessus de 10 000 euros, donc ne pensez pas au Harry, Red, etc. Ça sert à rien. Pareil pour la C300 Mark II qui coûte un prix hallucinant pour ce qu'elle fait, c'est hallucinant. Ok, donc revenons sur nos marques. En gros, on a plusieurs caméras à plusieurs prix différents. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir. Il y a une marque qui est très intéressante qui vient d'arriver sur le marché depuis quelques années. C'est pas tout récent parce qu'elle était déjà là avec ses précédentes caméras, c'est Blackmagic. Blackmagic, c'est la société qui produit le logiciel DaVinci Resolve, Fusion, etc. Et c'est aussi une société qui fait des caméras depuis peu, et on connaît les Blackmagic caméras comme étant des caméras de clip, des caméras toutes petites, les BMCC, les BMCC Pocket, donc les caméras de poche, etc. avec des capteurs Super 16 voire Super 35 qui permettent d'obtenir des images en RAW avec un SSD. Ça c'est très intéressant. Le combat des marques est très intéressant là-dessus parce qu'on s'aperçoit que chaque marque propose vraiment une contradiction avec la marque concurrente. On a notamment la Panasonic EVA1 qui vient d'arriver sur le marché, qui est un petit peu plus cher que la Blackmagic, qui est un petit peu plus cher que la Sony FS500, et on est dans l'intérêt parce qu'on se dit waouh c'est intéressant, la EVA1 elle propose pas mal de choses intéressantes, notamment le dual ISO, etc., du RAW et pas mal de trucs comme ça en externe. Mais malgré tout, si on regarde les caractéristiques techniques pures et dures de toutes ces caméras, on s'aperçoit que chacune d'entre elles est capable de faire de très belles images. Le problème c'est que jusqu'à quel prix on est prêt à mettre pour obtenir ces caméras, jusqu'à quel moment on peut aller, à quel endroit, à quel investissement s'arrête, enfin ça s'arrête quand en fait, quand est-ce qu'on peut s'arrêter et dire bon stop, là je vais trop loin par rapport à l'image que je veux. En fait sachez que aujourd'hui pour comparer les différents combats de ces marques là, il faut vraiment aller trouver les fiches techniques de chacune des caméras et ensuite comparer avec des films qui ont été faits avec celle-ci. Pourquoi? Parce que si on compare juste de tête avec simplement les fiches caméra ou en se disant ouais bon bah ça c'est plus cher, ça c'est moins cher, on va pas tomber sur la meilleure caméra parce que la meilleure caméra ne sera pas du tout la plus chère. La preuve c'est que les Canon actuellement sont les plus chers et c'est actuellement les moins bien de toutes les caméras que je vous ai citées jusqu'avant. C'est-à-dire que les Canon C100, C200 sont vachement moins haut niveau que les FS5 Mark II de chez Sony ou les Blackmagic Ursa Mini Pro de chez Blackmagic et la Panasonic EVA1 qui est peut-être plus ou moins l'une des dominatrices de ce marché-là. Au final, en fait, on peut retenir 2 marques réellement qui sont sur le marché des 5000, 10 000 depuis pas mal de temps et qui sont vraiment très costauds. C'est Blackmagic avec les Ursa Mini Pro, Ursa Mini 4.6K tout court, et évidemment les Sony avec les Sony FS5. Sachez que les courts-métrages la plupart des courts-métrages des Parasites sont tournés avec des FS5. Pour certains c'est avec des FS7, mais dans l'ensemble c'est des FS5 et c'est hyper intéressant parce que les caméras FS5 sont très bonnes. Seul inconvénient par rapport au Blackmagic, on ne trouve pas de RAW interne. On est obligé d'acheter un truc qui nous permet de le
faire en externe et ça coûte super cher parce qu'en gros il nous faut un enregistreur externe et plein de trucs, des câbles, des cartes mémoire en voiture, voilà. Alors ici il s'agit pas de carte mémoire, il s'agit de véritables disques durs en SSD et ça coûte extrêmement cher. Chez Blackmagic c'est plus simple que ça, on a du RAW directement en interne et on peut tout enregistrer en FLAC pur et dur dans des cartes CFast ou dans des convertisseurs SSD CFast. Voilà. Bon, depuis tout à l'heure je m'égare et je vous parle beaucoup de caméras, mais ce que je veux vous dire depuis le début, c'est surtout que le combat des marques est sévit de plus en plus au travers d'internet et du monde de la vidéo, puisqu'on a pu apercevoir une reconnaissance de la vidéo et de la réalisation semi-professionnelle ces dernières années, et c'est bien, c'est normal, ça va dans le bon sens, mais il y a encore certaines marques qui font une cassure à travers ça, notamment Canon. Et moi j'en veux énormément à Canon, parce que Canon, on a l'impression qu'en fait qu'ils se reposent sur leur laurier, alors que plus personne ne veut de leur caméra, plus personne ne veut de leur appareil photo, à part certains fanboys, pour la simple et bonne raison qu'ils sont beaucoup trop chers par rapport à ce qu'ils font sur le marché. Donc ce message est plutôt un message aux marques et à la guéguerre. Sachez que si vous nous entendez, nous le peuple, qui font des films avec vos caméras, les vôtres, et ben on attend de vous, à la manière de Panasonic ou de Sony, des caméras de très bon rapport qualité-prix, qui sont vraiment pas très chères et qui peuvent nous permettre de faire des trucs de ouf super facilement. Donc Canon, si vous m'entendez, il va falloir vous aligner très vite à tous les autres produits du marché, sinon vous allez être dans la déchéance absolue et totale, c'est sûr et certain. Plus personne n'achètera vos caméras, encore moins vos caméras professionnelles, très clairement. Donc les amis, j'espère que ça vous a plu, on a parlé de tout ça pour conclure et vous dire que si aujourd'hui vous devez choisir des caméras, ne les choisissez pas forcément simplement en fonction de vos goûts au niveau des marques, mais choisissez-les en fonction de la fiche technique et également de ce qui a déjà été fait avec les caméras en question. Regardez les vidéos qui ont été faites avec, regardez ce que ça peut faire au total, regardez toutes les capacités de la caméra, regardez si vous avez besoin d'acheter beaucoup de choses après avoir acheté la caméra. Et si vous êtes juste youtubeur, vlogueur, n'hésitez pas à checker surtout ce dont vous avez vraiment besoin. Est-ce que vous avez besoin d'une caméra légère, lourde? Est-ce que vous avez besoin d'étalonner vos images? Est-ce que plus tard vous allez faire des courts-métrages? Bref, regardez tout ça. En gros, ce qu'on peut dire, c'est que toutes ces caméras là ont des atouts, néanmoins il y a certaines lacunes parmi celles d'entre elles et je vous invite à ne plus être dupe par le marketing. C'était une vidéo express, un peu coup de gueule et surtout un petit peu détaillante. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de chacune des marques que je viens de citer et s'il vous plaît, soyez objectifs et surtout constructifs. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, bam.